Donc, actuellement, pour comprendre, vous êtes dans le cadre de ce qui se fait au niveau de l'accord de Nouméa. Il y a un grand travail de recherche, de partenariat au niveau des prochains accords de coopération. Au terme, comment est-ce qu'au niveau du FLNKS, au terme de la parenthèse accord de Nouméa sur les compétences régaliennes, où est-ce qu'on en est, comment est-ce que c'est déployé ce dispositif-là pour chercher des partenariats sur les compétences régaliennes? Oui, un travail qui se fait. Hein. Par exemple, tout à l'heure, je vous rappelais la décision du groupe du fer de lance de décembre 2016. Donc concrètement, ça nous a permis cette année, du 27 au 31 mars, d'envoyer une mission du FLNKS à Port-Villa, dont faisait partie d'ailleurs M. Newidou, avec plusieurs séquences de travail autour des compétences régaliennes. Donc ils ont eu des réunions de travail à la Banque de réserve, au ministère de la Justice, etc., pour justement toucher du doigt l'exercice de ces compétences-là. Et le plus important, je crois, c'est de par leur configuration géographique, hein, c'est une île du Pacifique comme nous, avec plus ou moins les mêmes ressources, même s'ils n'ont pas de nickel, et justement récupérer un certain nombre d'informations qui doivent nous permettre de mieux faire mûrir notre projet, et plus concrètement de pouvoir mettre en place les différents programmes, hein, qui concernent les compétences régaliennes, telles que la défense, la monnaie, etc. Il y a également d'autres programmes qui sont mis en œuvre par le groupe. Hein. J'ai déjà eu l'occasion de les présenter sur les zones de Djido. Je reprends l'exemple de l'Académie de police régionale, qui est mise en œuvre au sein du groupe du fer de lance sous le leadership de Fidji. Parce que vous savez bien que Fidji, ils ont à peu près 500 hommes, hein, en Afghanistan, en Irak, etc. Et ils ont jugé nécessaire de pouvoir faire partager leur expérience, hein, en matière militaire, de défense avec les pays frères. Peut-être un autre exemple pertinent, parce que la semaine prochaine, nous recevons une mission du groupe qui concerne la mise en œuvre de deux programmes spécifiques, que sont le Fonds de développement et d'investissement du groupe du fer de lance et le Fonds de stabilisation d'urgence. Donc ces deux programmes qui sont mis en place en respectant les différents paramètres juridiques et techniques dictés par l'ONU, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui sont deux institutions des Nations unies et qui aident l'ensemble des régions du monde. Et ici sur le pays, nous connaissons par exemple le Fonds européen de développement ou la Banque asiatique du développement. Donc c'est plusieurs programmes comme ça qui concernent des compétences régaliennes qui sont mises en place dans toutes les régions du monde. Et concrètement, nous, le pays, nous sommes aussi éligibles à ce type de travail à travers la résolution annuelle qui est adoptée par l'Assemblée générale qui concerne la Nouvelle-Calédonie, puisque le pays est, vous l'avez cité tout à l'heure, est réinscrit depuis le 2 décembre 1986. Nous sommes toujours dans ce cadre-là. Voilà, pour rappeler à nos auditeurs que nous sommes en direct du Sénat coutumier dans le cadre des émissions organisées par le comité 150 ans préparant le 24 septembre. Nous allons marquer une pause et nous reprendrons par la suite. Merci encore de votre fidélité. À tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler rapidement du comité Vérité, Justice et Réconciliation? C'est une association qui travaille effectivement du moins sur une partie de notre histoire et qui vont pouvoir venir partager avec nous mardi prochain cette thématique-là. Oui, alors on a choisi le 19, puisque le 19 septembre, c'est l'anniversaire de l'assassinat de Pierre de Clercq, le 19 septembre 1981, et ça se situe dans le mois de septembre. Pour la petite histoire, Pierre, quand il a été assassiné, il y avait une marche qui était prévue. Le 24 septembre 1981, il écrivait un tract pour appeler en fait, c'est le document qu'ils ont retrouvé. Et Pierre appelait écrivait un tract qui devait servir de support d'information pour le 24 septembre qui arrivait derrière. Il a été assassiné le 19. Alors, le comité Vérité, Justice, Réconciliation.
C'est un ordre, hein, c'est un ordre qui est parce qu'il faut que la vérité se fasse pour que la justice puisse être rendue et qu'ensuite une démarche de réconciliation puisse être entamée. Donc c'est ça les pistes qui sont sous-jacentes à l'activité du comité. Ils viendront. Alors, on a choisi de les inviter puisque c'est la période de septembre et des travaux ont été faits par le comité autour de cette question de la vérité. Donc les gens, les personnes qui sont membres du comité sont les enfants de la plupart des dirigeants qui ont été assassinés. Hein, les enfants d'Éloi, les enfants de Pierre de Clercq, les enfants de Chibaou et de Dianou. Alors, ce sont tous les enfants là, des leaders qui sont... des leaders qui ont été assassinés, qui sont membres avec des personnes qui les accompagnent, qui les accompagnent. Et donc on a choisi de leur demander de venir pour parler à ce rendez-vous du 19 septembre. Donc voilà, ça c'est pour notre rendez-vous qui aura lieu le mardi 19 septembre prochain, 13h, 14h, voilà. Et on aura cette association. Nous revenons encore avec Mika Forest qui nous parlait tout à l'heure du travail au niveau des relations extérieures. Mika, tu parlais tout à l'heure de deux programmes spécifiques où on aimerait que tu développes un peu plus cet élément-là pour nos auditeurs qui sont à l'université ou des jeunes qui sont en ce moment dans des phases de recherche. Comment est-ce que mieux l'expliquer pour qu'on puisse mieux intégrer, mieux comprendre cette dynamique de préparation sur les relations extérieures et sur les différentes compétences régaliennes que le pays devra exercer à la fin normalement de l'accord de Nouméa. Oui, c'est par exemple le fonds de développement et d'investissement que je disais tout à l'heure, parce que je prenais ça comme exemple. Comme la semaine prochaine, nous allons recevoir 2 collègues qui arrivent de Port-Vila pour nous présenter l'état d'avancement par rapport à la mise en œuvre de ce fonds spécifique. Donc ce fonds-là, il faut savoir qu'il a été décidé en août 2013. C'était à l'occasion de la première réunion des ministres des Finances du groupe du Fer de Lance. Et c'était le FLNKS qui présidait cette première réunion. Donc c'est un peu important pour nous. Donc le travail qui a été fait au niveau du groupe, c'est de s'appuyer justement sur l'ensemble des possibilités juridiques qui nous est offert sur le cadre de l'ONU, notamment de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, pour cibler comme ça des programmes qui permettent de capter déjà les fonds de ces deux institutions-là, mais aussi des fonds d'organismes privés mondiaux pour pouvoir accompagner des petites îles en développement, notamment les petites îles du Pacifique, en l'occurrence les îles mélanésiennes. Donc le travail il a débuté en 2013, là nous sommes déjà en 2017. Il y a plusieurs études qui ont été faites aussi bien par des consultants onusiens de l'ONU que des consultants du groupe du Fer de Lance. Et actuellement nous sommes en phase de consultation pour pouvoir confronter justement l'ensemble de ces éléments tangibles, concrets, pour voir quelle est la mesure va être la plus bénéfique par rapport à nos besoins, quoi. Nos besoins concrètement dans l'immédiat, c'est quoi? C'est par exemple au lendemain du passage du cyclone Pam sur Vanuatu, ça peut être Donna par exemple demain pour la Calédonie, mais plusieurs besoins ponctuels, mais avec une forte demande pour pouvoir faire en sorte que la population continue à vivre dignement. Monsieur Sylvestre Nwedo, tout à l'heure, Mika Forest disait que vous avez eu l'opportunité de faire partie d'un groupe qui a pu visiter aussi des compétences régaliennes qui sont exercées sur Vanuatu. Est-ce que vous pouvez partager un peu avec nous ce que vous avez pu voir au niveau de la banque, par exemple, au niveau de la réserve, je sais pas, la banque mondiale ou quelque chose dans la banque de réserve? Oui.
Alors, l'objet de cette visite-là, cette mission qui s'est faite au Vanuatu, là, c'est justement dans le cadre de la préparation du projet de société, là, celle qui est qui est en circulation, le projet de société. Hein. Donc, c'est voir donc les possibilités qui sont données donc à travers donc les structures internationales, donc l'ONU, les FMI et tout ça. Donc le rendu de la rencontre, c'est que le Vanuatu a des contacts avec les FMI, qui permet donc de surmonter un certain nombre de choses, hein, de difficultés. Et on s'est dans la visite donc de la Banque centrale, on s'est aperçu aussi que la Banque centrale permettait de financer aussi un certain nombre de projets donc propres au Vanuatu, à travers un mécanisme qu'ils ont mis en place. Et je veux dire qu'il y a des possibilités qui sont offertes, quoi. Mais qui sont offertes dès lors qu'on est sorti du giron de la puissance et tutelle, quoi. Il y a plus d'ouverture, il y a plus de portes qui sont ouvertes dès que vous êtes sorti du giron de l'État qui vous chapeaute, l'État colonial, quoi. C'est dire qu'il y a de multiples façons donc de gérer les choses, hein, des interdépendances, tout ça. Donc voilà. Ce qu'on s'est aperçu donc à travers les dires des uns et des autres là-bas, c'est que sur le plan du commerce, par exemple, donc ils ont pu établir donc des relations très fortes avec les voisins proches donc anglophones, mais aussi avec d'autres États. Donc ils ont par exemple donc passé un accord avec Cuba pour les médecins, tout ça. Donc chose qui leur paraissait impossible auparavant. Non? Et on s'est aperçu aussi que la difficulté donc ils avaient donc de communiquer, donc voilà, ils ont eu beaucoup d'ouverture donc du fait qu'ils sont sortis de l'espace sur lequel ils étaient confinés donc dans toute la période coloniale jusque là, quoi. C'est-à-dire que la difficulté donc, que nous on peut ressentir ici, donc le fait d'avoir été en contact avec ces gens-là qui ont construit donc l'indépendance à partir de zéro, hein. Ils n'avaient pratiquement rien. Non. Ils avaient 5 ou 6 cadres le lendemain de la signature de l'accord de cession, quoi. Donc, et donc en quelques années, donc ils se sont formés des cadres. Dans les autres pays de la zone, quoi, donc l'Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji même, donc ils ont pu avoir des coups de pouce. Peut-être qu'on va dire qu'ils n'ont pas de richesse, mais ils ont cette envie-là de se construire, donc voilà. À travers donc les richesses qu'ils ont, donc ils ont mis en valeur, donc s'ils avaient le tourisme, par exemple, donc pour ne pas cacher, donc Vanuatu aujourd'hui est une base financière. Il y a, enfin, semblant dire, donc comment on appelle ça, donc le Vanuatu donc est aujourd'hui donc une plaque tournante, hein. C'est une plaque tournante monétaire. Il y a même des Calédoniens qui investissent là-bas, qui ne disent pas là. Donc la critique est forte pour dire là ils sont comme ci, ils sont comme ça, mais ils n'hésitent pas à mettre leur argent là-bas parce que il n'y a pas de fiscalité forte pour les obliger donc et ça c'est un choix délibéré qu'ils ont fait, en connaissant les risques, donc c'est la maîtrise, hein, de l'espace, la maîtrise donc des choses qu'ils ont, donc avec les peu de moyens qu'ils ont, donc développer un tourisme. Aujourd'hui, donc on va dire qu'ils sont débordés par le tourisme, mais voilà, donc ils vivent de ça, donc ils vivent de l'agriculture, ils sont arrivés donc avec les aides internationales, hein. Donc si on comprend bien, pour l'instant, nous sommes, on va dire, alimentés, financés par la puissance administrante qui est la France. Tant qu'on est dessus, on ne peut pas bénéficier des dispositifs internationaux. Et je crois pour comprendre qu'au niveau du FLNKS, il y a ce travail-là au niveau avec les pays mélanésiens de faire une expertise sur les compétences régaliennes, Mika, pour voir qu'est-ce qu'il reste à faire pour le mouvement de libération. Oui, c'est ça, André. Donc peut-être plus spécifiquement pour le groupe, il faut aussi rappeler que le 19 juin 2013, nous avons adopté ici au pays le schéma GFLM 2038
Donc c'est un peu l'équivalent de schéma 2025 pour nous, sauf que là c'est au niveau de la région mélanésienne, avec plusieurs piliers, environ 8 piliers qui